types de sources. Il y a les sources directes et les sources indirectes. Les sources directes sont les traités internationaux, la Constitution, la loi, le règlement et la coutume. Voilà ce que l'on entend par les sources directes. Concernant les sources indirectes, il s'agit de la jurisprudence et la loi. Jusqu'à maintenant, j'ai évoqué une seule source directe de la règle des droits. Il s'agit en l'occurrence des traités internationaux ou des conventions internationales. Une deuxième source, il s'agit de la Constitution. De la Constitution. La Constitution et le texte juridique le plus important. La Constitution est le texte juridique le plus important dans le système juridique interne. C'est le texte, la Constitution est le texte fondamental. Le texte fondamental qui se situe au sommet de la pyramide des normes juridiques. C'est un texte fondamental qui se situe au sommet, qui se situe au sommet de la hiérarchie, des normes juridiques. Quand on dit le texte est un texte qui se situe au sommet de la pyramide, au sommet de la hiérarchie, des normes juridiques, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont inférieures par rapport à la Constitution. Je fais ici allusion à la loi, au règlement. C'est bien sûr ces règles qui sont inférieures à la Constitution doivent se conformer aux dispositions de la Constitution, sinon elles sont considérées comme inconstitutionnelles. La Constitution, c'est le texte fondamental qui se situe au sommet, je veux dire au sommet de la pyramide des normes juridiques. Il y a le règlement, il y a la loi, et il y a la Constitution. La Constitution se situe au sommet de la pyramide de ces normes. Et toute norme inférieure à la Constitution doit être en conformité avec la Constitution, sinon elle est considérée comme inconstitutionnelle. Le texte fondamental qui se situe au sommet. Quand je dis au sommet, c'est-à-dire qu'il y a d'autres normes juridiques qui se trouvent au-dessous de la Constitution. Les règles qui se trouvent au-dessous de la Constitution, bien sûr, sont inférieures par rapport à la Constitution. C'est pour ça qu'on dit que la Constitution se situe au sommet de la pyramide, au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Et toute norme juridique qui se trouve, toute norme juridique inférieure à la Constitution doit impérativement être en conformité avec la Constitution, sinon elle est considérée comme inconstitutionnelle. La Constitution, c'est elle qui définit, c'est un ensemble de règles qui définissent, par exemple, la forme de l'État. C'est la Constitution qui définit la forme de l'État. Est-ce que l'État est unitaire ou pas? Elle définit aussi, la Constitution définit aussi la forme d'un régime politique. Est-ce que ce régime va être
monarchique, d'un régime républicain. C'est la Constitution qui détermine les pouvoirs publics au sein d'un État. Les pouvoirs publics, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. La Constitution, c'est elle qui définit les compétences, les attributions de ces différents pouvoirs publics au sein de l'État. Les pouvoirs, les attributions, les compétences de ces différents pouvoirs. C'est que ceux qui définissent par exemple le pouvoir les attributions du pouvoir exécutif, les attributions des pouvoirs législatifs. C'est la Constitution aussi qui définit aussi les différentes libertés et les différents droits dont bénéficient les citoyens et les citoyens. Voilà ce qu'on entend par la Constitution. La Constitution, c'est un ensemble de règles qui définissent la forme de l'État, la forme des régimes politiques, qui détermine les pouvoirs publics au sein d'un État, les rapports qu'ils entretiennent entre eux, les attributions, les compétences de ces différents pouvoirs, et aussi la Constitution définit aussi quels sont les droits et les libertés, soit individuels ou collectifs, dont bénéficient bien sûr les citoyens et les citoyennes. Comme vous le savez, le Maroc a connu jusqu'à maintenant combien de constitutions le Maroc a connu jusqu'à maintenant? Combien de constitutions il a connu? 5 ou 6 constitutions. La première constitution date de 1962, la deuxième de 70, la troisième de 72, la quatrième de 1992, la cinquième de 96 et la dernière constitution, elle date de juillet de 2010. Voilà ce qu'on peut dire, grosso modo, sur la deuxième source de la règle de loi, à savoir la Constitution. Concernant la loi, c'est une source directe de la règle de droit. C'est quoi la loi? Là, vous trouverez la définition dans le Polycope. Dit la loi, on entend par la loi toute disposition émanant de l'autorité publique investie du pouvoir législatif conformément à la constitution du pays. Voilà la définition, elle est claire. C'est la loi, c'est toute disposition qui émane de l'autorité publique. Cette autorité publique investie du pouvoir législatif, investie du pouvoir législatif. Concernant la loi, j'essaierai, concernant la loi, je dois apporter 4 ou 5 éléments. 4 ou 5 éléments. Concernant la loi. D'abord, premier élément concerne l'élaboration de la loi. L'élaboration de la loi. Deuxième élément concerne l'application de la loi. Troisième élément concerne l'autorité de la loi. Cinquième élément concerne le domaine de la loi. Et un dernier élément concerne l'abrogation de la loi. Voilà les éléments que je dois
qui concerne, ces éléments concernent la loi, l'élaboration de la loi. L'élaboration de la loi, l'application de la loi, son autorité, son domaine, et enfin, un dernier élément concerne l'abrogation de la loi. Donc, au cours de cette séance, j'essaierai d'aborder ces différents éléments qui concernent la loi. D'abord, commençons par le premier élément qui est relatif à l'élaboration de la loi. Qu'est-ce qu'on entend par l'élaboration de la loi? On entend tout simplement par l'élaboration de la loi l'ensemble des étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en application, avant sa mise en œuvre. On entend par l'élaboration de la loi toutes les étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en application, avant sa mise en œuvre. Et quelles sont ces différentes étapes? Quelles sont ces différentes étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en œuvre? D'abord, il y a l'initiative ou la proposition de loi. Ensuite, sa discussion de la loi, son vote, sa promulgation et enfin sa publication. Voilà les étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en application. L'initiative de loi ou la proposition de loi, sa discussion, son vote, sa promulgation et enfin sa publication au bulletin officiel, bien sûr, sa publication. Concernant la première étape d'élaboration de la loi, il s'agit là de l'initiative des lois. Voilà ce que nous dit l'article 78 de la Constitution. L'article 78 de la Constitution nous dit ceci: l'initiative des lois appartient conquéramment au chef du gouvernement et aux membres du Parlement. C'est-à-dire ceux qui ont le droit de prendre l'initiative des lois, ceux qui ont le droit de proposer la loi, ceux qui ont le droit de prendre l'initiative des lois sont, selon la Constitution, elle est claire, selon l'article 78, elle est claire, sont le gouvernement et les parlementaires. Le chef du gouvernement et les parlementaires. Quand je parle de chef du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Ceux qui ont le droit de prendre l'initiative de loi sont le gouvernement et les parlementaires. Voilà ce que nous dit l'article 78 de la Constitution. Le texte de loi qui émane du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Le texte
le texte de loi qui provient du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Le texte qui émane du parlementaire ou du parlement, on l'appelle proposition de loi. Tout texte de loi émanant du parlement, on l'appelle tout simplement, on l'appelle proposition de loi. Muqtarah Qanoun. Et tout texte de loi qui provient, qui émane du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Mashroua Qanoun, projet de loi. Proposition de loi, tout le texte qui émane du Parlement. Proposition. Projet de loi, tout texte émanant du gouvernement. On peut faire une petite remarque, c'est que le nombre des projets de loi, c'est-à-dire les projets de loi, c'est-à-dire les textes de loi émanant du gouvernement. Le nombre des projets de loi est beaucoup plus important que le nombre des propositions de loi. C'est-à-dire le nombre des projets de loi est très élevé par rapport au nombre des propositions de loi. Je vous donne par exemple, au cours de la législature, 1977-1983, le Parlement a voté 250 projets de loi, contre seulement, au cours de la législature 1977-1983, le Parlement a voté 131 projets de loi contre seulement 14 propositions de loi. Quand je dis bien sûr des projets de loi, c'est-à-dire des textes émanant du gouvernement, les projets de loi. Le Parlement a voté au cours de la législature 1977-1983, il a voté 131 projets de loi contre seulement 14 propositions de loi. La législature de 1994-1992, le Parlement a voté 199 projets de loi, contre seulement 15 propositions de loi. Concernant la législature 1997-2002, le Parlement a adopté 176 projets de loi contre seulement 20 propositions de loi. La législature 2002-2007, concernant cette législature, le Parlement a adopté 217 projets de loi contre seulement 9 propositions de loi. 9. S'agissant de la législature 2007-2011, le Parlement a adopté 150 projets de loi contre seulement 14 propositions de loi. Donc, comme vous pouvez le constater, l'initiative législative gouvernementale est plus importante que l'initiative parlementaire. C'est-à-dire le nombre
de projets de loi est beaucoup plus grand par rapport, beaucoup plus important que le nombre des propositions de loi, c'est-à-dire les textes émanant du gouvernement. Ce phénomène-là ne concerne pas uniquement notre pays, c'est un phénomène général. Il ne concerne pas seulement notre pays, il concerne pratiquement tous les États, tous les pays du monde. Si par exemple, on prend comme exemple la France ou l'Angleterre, on trouve que plus de 90% de textes adoptés par le Parlement proviennent du gouvernement. Plus de 90% de textes de loi sont des projets de loi. Donc voilà, le nombre, c'est simplement une petite remarque, c'est que le nombre des projets de loi est beaucoup plus important par rapport au nombre des propositions des lois. Voilà pour ce qui concerne l'initiative de loi. Tout simplement, ce qu'on doit retenir de cet élément-là, de cette étape-là, c'est que l'initiative de loi appartient, selon les termes employés par l'article 78 de la Constitution, l'initiative de loi appartient entièrement au chef du gouvernement, conjugué chez les c'est-à-dire au gouvernement et aux parlementaires. Concernant l'examen et le vote de la loi par le Parlement, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape de l'élaboration de la loi. L'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution, voilà ce qu'il dit. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des conseillers. Qu'est-ce que vous avez compris? Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants. C'est-à-dire que l'examen des projets de loi, c'est la Chambre des représentants qui doit commencer à examiner les projets de loi. C'est-à-dire que les projets de loi sont déposés prioritairement sur le bureau de la Chambre des représentants. C'est-à-dire tout projet de loi est examiné prioritairement par la Chambre des représentants. C'est-à-dire que c'est la Chambre des représentants qui doit commencer à examiner les projets de loi. Mais attention, ce n'est pas tout projet de loi. Les projets de loi qui sont relatifs aux collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales, ça sera la Chambre des conseillers qui doit commencer à examiner ces projets de loi. Tout projet de loi, autre que ceux qui concernent les affaires sociales, le développement régional et les collectivités territoriales, tout projet de loi qui ne concerne pas ces domaines-là est examiné prioritairement par qui? Par la Chambre des représentants. Par la Chambre des représentants. Mais lorsqu'un projet de loi, je parle ici des projets de loi, c'est-à-dire des projets de loi, c'est-à-dire des textes
émanant du gouvernement. Mais lorsqu'un projet de loi concerne les collectivités territoriales, les affaires sociales ou le développement régional, dans ce cas-là, ce projet de loi doit être examiné prioritairement par la Chambre des conseillers. C'est-à-dire c'est la Chambre des conseillers qui doit commencer à examiner tout projet de loi qui concerne les collectivités territoriales, le développement régional et les affaires sociales. À part ces domaines-là, tout projet de loi qui ne concerne pas ces domaines doit être examiné en priorité par la Chambre des représentants. Voilà ce que nous dit cet article 78 alinéa 2. J'ai parlé des projets de loi. Il faut bien retenir cette différence entre projet de loi et proposition de loi. Projet de loi, tout texte de loi qui provient du gouvernement. Proposition de loi, tout texte de loi qui émane du Parlement. Je répète, je résume, tout projet de loi qui ne concerne pas les collectivités territoriales, qui ne concerne pas les affaires sociales, qui ne concerne pas le développement régional, ce projet de loi doit être examiné en priorité par la Chambre des représentants. Si un projet de loi concerne ces domaines-là, à savoir les collectivités territoriales, les affaires sociales et le développement régional, ce projet de loi doit prioritairement être examiné par la Chambre des conseillers. C'est clair. Concernant les propositions de loi, si une proposition de loi émane d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire appartenant à la Chambre des représentants, cette proposition de loi doit être examinée par la Chambre des représentants. Parce que ce parlementaire ou le groupe parlementaire qui a pris l'initiative, bien sûr, ce texte-là émane des parlementaires appartenant à la Chambre des représentants. Tout texte de loi émanant des membres appartenant à la Chambre des représentants, ce texte-là, bien sûr, doit être examiné en priorité par la Chambre des représentants, puisque ce parlementaire appartient à la Chambre des représentants. Si une proposition de loi vient des parlementaires appartenant à la Chambre des conseillers, c'est la Chambre des conseillers qui doit, bien sûr, commencer à examiner cette proposition de loi, puisque cette proposition de loi émane des parlementaires appartenant à cette Chambre des conseillers. Tout projet, bien sûr, ou proposition de loi est envoyé pour examen devant l'une des commissions qu'on qualifie de permanentes. C'est quoi la commission permanente? Les commissions permanentes, les commissions permanentes, les jeunes d'aliments. Ce sont des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions. Votez cela, s'il vous plaît. Les commissions permanentes, votez cela. Les commissions permanentes sont des entités, les commissions permanentes sont des entités constituées les commissions permanentes sont des entités constituées au sein de la Chambre parlementaire,
au sein de la Chambre parlementaire composé d'un nombre restreint, c'est marqué, restreint sur le tableau, restreint, c'est-à-dire limité, restreint, composé d'un nombre restreint de membres, composé d'un nombre restreint de membres et qui sont chargés de préparer les travaux des séances plénières, on est présentant ENY, on est présentant généralement un rapport. On est présentant généralement un rapport. C'est en leur sein, vous pouvez ajouter cette phrase, c'est en leur sein que la politique du gouvernement est discutée. C'est en leur sein que la politique du gouvernement est discutée et les textes de loi examinés. C'est au sein de ces commissions que les textes de loi sont examinés et votés. Voilà ce qu'on entend par les commissions permanentes. Ce sont des commissions qui, dont les activités se poursuivent entre les sessions. Au sein de ces commissions permanentes, au sein de ces commissions, que les textes de loi, les projets de loi ou les projets de loi sont discutés et aussi au sein de ces commissions que la politique gouvernementale est discutée. Et les textes de loi. Écoutez, sans noter, écoutez seulement. Il y a la chambre des représentants est composée de 9 commissions permanentes. Je parle ici de la chambre des représentants. Neuf commissions. Il y a commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger. Écoutez seulement, écoutez
commission des affaires étrangères. Je parle ici des commissions permanentes au sein de la Chambre des représentants. Il y a 9 commissions. Commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger. Il y a la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales et de la politique de la ville. Il y a une troisième commission, une commission de justice, de législation et des droits de l'homme, commission des finances et du développement économique, commission des secteurs sociaux, commission des secteurs productifs, commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, commission de l'enseignement, de la culture et de la communication, et une dernière commission, une commission de contrôle des finances publiques. Voilà pour ce qui concerne les commissions permanentes de la Chambre des représentants. Concernant la Chambre des conseillers, il y a 8 commissions. Commission des affaires étrangères, de défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger. La commission de la justice, de la législation et des droits de l'homme. La commission de l'intérieur, des collectivités locales et de l'habitat. La commission des finances et du développement économique. La commission des secteurs productifs. La commission des secteurs sociaux. La commission de l'enseignement, de la culture et de la communication. Et une dernière commission, c'est la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement. J'ai dit que tout projet de loi ou toute proposition de loi est envoyé pour examen devant l'une de ces commissions. Tout projet de loi ou toute proposition de loi est envoyée pour examen devant l'une de ces commissions qu'on qualifie de permanentes. Pourquoi j'ai cité ces différentes commissions? Tout simplement pour vous expliquer que le choix, je dis bien le choix de la commission ne se fait pas au hasard. Le choix de la commission se fait sur la base de sa spécialisation. Qu'est-ce qu'on entend par le choix se fait pas sur la base de sa spécialisation? Je vous donne quelques exemples pour expliquer cela. Si par exemple, un projet de loi, concerne les personnes handicapées. Un projet de loi concerne les personnes handicapées. Quelle est la commission permanente à laquelle on doit envoyer ce projet de loi qui concerne les personnes handicapées? D'abord, il s'agit là d'un projet de loi. Un projet de loi, mais un projet de loi relatif aux personnes handicapées. Les personnes handicapées, c'est quoi? C'est une affaire sociale. D'accord? C'est une affaire sociale. Donc d'abord, ce projet de loi doit être envoyé devant l'une des commissions permanentes appartenant à la chambre des conseillers.
Pourquoi la Chambre des conseillers? Parce que là, il s'agit d'un projet de loi qui concerne une affaire sociale. Et j'ai dit tout à l'heure que les projets de loi qui concernent les collectivités territoriales, le développement régional et les affaires sociales sont des projets qui doivent être soumis d'abord pour examen à la Chambre des conseillers. Donc là, puisque ce projet de loi est relatif, concerne une affaire sociale, c'est un projet de loi là concerne les personnes handicapées, ce projet de loi doit être destiné à l'une des commissions appartenant à l'une des commissions permanentes appartenant à la Chambre des conseillers. Mais quelle est cette commission permanente à laquelle on doit envoyer, on doit soumettre ce projet de loi qui concerne les personnes handicapées? Il s'agit là, bien sûr, de la commission des secteurs sociaux. Donc, ce projet de loi doit être envoyé pour examen à la commission des secteurs sociaux, parce que ce projet de loi qui concerne les personnes handicapées, c'est un projet qui est relatif aux affaires sociales. Donc ce projet de loi doit être envoyé devant la commission des secteurs sociaux. D'abord, il doit être envoyé à l'une des commissions, bien sûr, de la Chambre des conseillers, parce qu'il s'agit là d'un projet de loi qui concerne les affaires sociales. Et ce projet-là doit être envoyé devant la commission des secteurs sociaux. Si par exemple, un projet de loi concerne l'enseignement, je parle ici d'un projet de loi qui concerne l'enseignement. Quelle est la commission permanente à laquelle on doit soumettre ce projet de loi qui concerne l'enseignement? Un projet de loi. D'abord, on doit envoyer ce projet de loi qui concerne l'enseignement à la Chambre des représentants, à l'une des commissions permanentes de la Chambre des représentants. Parce que, comme je l'ai dit, tout projet de loi doit être déposé sur le bureau de la Chambre des représentants prioritairement, sauf les projets de loi qui concernent le développement régional, les collectivités territoriales, les affaires sociales. Un projet de loi qui concerne l'enseignement, il doit être envoyé devant l'une des commissions de la Chambre des représentants. Il s'agit là, en l'occurrence, de la Chambre il s'agit là de la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication. Voilà ce qu'on entend par le fait que le choix de la commission permanente se fait sur la base de sa spécialisation. La commission de l'enseignement, de la culture et de la communication, c'est une commission qui se spécialise de quoi? C'est une commission qui doit examiner tous les projets et tous les propositions de tous les projets de loi qui concernent l'enseignement, qui concernent la culture, qui concernent la communication. Donc le choix d'une commission permanente se fait sur la base de sa spécialisation. Si par exemple, vous avez bien compris ou pas? Si par exemple, maintenant je parle des propositions de loi. Si par exemple une proposition de loi, c'est-à-dire les projets de loi,
émane des parlementaires, bien sûr. Si une proposition de loi concerne, par exemple, l'enseignement, et cette proposition de loi émane d'un groupe parlementaire appartenant à la Chambre des conseillers. Écoutez bien. Un groupe parlementaire, bien sûr, une proposition de loi émane d'un groupe parlementaire appartenant à la Chambre des conseillers. Cette proposition de loi sera envoyée à quelle commission? Une proposition de loi émane d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire, mais ce groupe parlementaire appartient à la Chambre des conseillers, Cette proposition de loi sera envoyée à quelle commission? À l'une des commissions, d'abord à l'une des commissions qui appartient à la Chambre des conseillers. Et cette commission-là, c'est la commission, bien sûr, de l'enseignement, de la culture et de la communication. Voilà ce qu'on entend par le fait que le choix de l'une des commissions permanentes se fait sur la base, vous avez bien compris, sur la base de sa spécialisation. Bien sûr, la commission à laquelle est destiné le texte, la commission à laquelle est envoyé le texte de loi, va bien sûr examiner ce texte. Examiner ce texte en détail. Qu'est-ce qu'on entend par en détail? Examiner en détail, c'est-à-dire article par article. La commission permanente à laquelle est destiné le texte de loi, qu'il s'agisse d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, peu importe. Cette commission-là, permanente, bien sûr, doit examiner en détail le projet, c'est-à-dire en détail, article par article. Et chaque membre, bien sûr, de la commission a le droit de faire des amendements, de proposer des modifications qui concernent bien sûr le texte, des modifications, des amendements qui concernent les dispositions du projet ou de la proposition de loi. Les parlementaires ont le droit de présenter tous les amendements qu'ils veulent, sauf tous les amendements qu'ils veulent, sauf, il faut bien retenir cela, s'il s'agit des lois des finances, je parle ici bien des lois de finances, toutes les lois, tous les textes de loi, tous les textes, à part, bien sûr, le texte de loi de finances, les parlementaires ont le droit de proposer tous les amendements qu'ils veulent. Tous les amendements qu'ils veulent. Mais pour ce qui concerne la loi des finances, il y a quelques restrictions. Le parlementaire n'a pas le droit de proposer tout ce qu'il veut comme amendement. Il peut proposer des amendements, bien sûr, sur le texte de loi de finances, mais quand il s'agit d'un amendement qui aura pour conséquence soit la diminution des ressources de l'État, soit la création ou l'aggravation des charges publiques, dans ce cas-là, le gouvernement peut s'opposer, le gouvernement peut ne pas accepter ces amendements.
le gouvernement ces amendements-là qui auront, il faut bien écouter, les amendements qui auront pour conséquence soit la diminution des ressources de l'État, soit la création ou l'aggravation des charges publiques. Ces amendements sont irrecevables. Le gouvernement ne peut pas accepter ces amendements. Qu'est-ce que ça veut dire? Un amendement qui aura pour conséquence, par exemple, qui aura pour conséquence la diminution, des ressources de l'État. Un exemple. Un amendement, par exemple, ayant pour objectif la baisse, par exemple, de l'impôt sur les revenus, c'est un amendement qui aura pour conséquence quoi? Qui aura pour conséquence la diminution des ressources de l'État. Cet amendement-là, la baisse de l'impôt sur le revenu, cet amendement relatif à la baisse de l'impôt sur le revenu ne peut pas être recevable et rejeté. Pourquoi il est rejeté? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on dit que tout amendement qui aura pour conséquence la diminution des ressources de l'État est irrecevable. Irrecevable. Ne peut pas être accepté. Et un amendement qui aura pour conséquence, par exemple, la création ou l'aggravation des charges publiques. Par exemple, un exemple, c'est la loi de finances. Par exemple, la loi de finances prévoit la création de 1000 emplois, par exemple, de 1000 emplois. Un parlementaire, il propose, par exemple, d'ajouter 500 emplois. Il a le droit de le faire. Ce parlementaire a-t-il le droit de proposer, par exemple, 500 emplois de plus? La loi de finances prévoit 1000 emplois et un parlementaire ou un groupe parlementaire propose qu'on rajoute, par exemple, 500 emplois. Non. C'est un amendement. Pourquoi on n'accepte pas cet amendement? Parce que c'est un amendement qui aura pour conséquence l'aggravation des charges publiques. Parce que ces 500 emplois, on les paye, bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que cet amendement a pour conséquence l'aggravation des charges publiques. Bref, les parlementaires ont le droit de proposer ce qu'ils veulent comme amendement à tout projet ou à toute proposition de loi, sauf pour ce qui concerne la loi des finances, il y a des restrictions. On ne peut pas proposer des amendements qui auront pour conséquence la diminution des ressources de l'État ou la création ou l'aggravation des charges publiques. Une fois le texte est examiné au sein de la commission, bien sûr, y compris les amendements, on procède à quoi? Ça y est, maintenant, la commission permanente a examiné tout le texte, etc., et y compris, bien sûr, les amendements, on procède au vote. On vote. Lorsque le texte de loi est voté au sein de la commission, bien sûr, ce même texte sera transmis, bien sûr, afin de son examen et son adoption au sein de la première chambre civile. La première chambre civile. Elle peut être la chambre des conseillers, comme elle peut être la chambre des représentants. Je peux faire une petite remarque, hein, c'est pas... Quand on dit écoutez bien parce que c'est important. Lorsqu'on dit que
lorsque le texte de loi est examiné par la commission permanente, sera transmis pour examen et pour vote à la première chambre saisie, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que la première chambre saisie, elle n'examinera pas le texte. Parce que déjà le texte était examiné au sein de la commission permanente appartenant à cette chambre parlementaire. Tout simplement, la première chambre saisie se réunit en séance publique. En séance publique, et lorsqu'elle se réunit en séance publique, tout simplement, les membres qui sont présents, ils votent, tout simplement, ils votent. Ils ne discutent pas. Les membres qui sont présents au cours de cette séance, au cours de la séance publique de la Chambre parlementaire, n'examinent pas le texte de loi. Tout simplement, elle se réunit pour voter le texte déjà examiné par la commission permanente. Elle vote seulement, elle vote. La chambre parlementaire, la première chambre parlementaire saisie là, tout simplement, elle n'examine pas. Elle n'examine pas le texte. Le texte est déjà examiné par la commission permanente. Elle vote seulement, elle vote. Mais là, il faut. Vous avez bien compris ou pas? Elle vote tout simplement, elle n'examine pas. Le texte est déjà examiné par la commission permanente. Par la commission permanente appartenant à cette chambre parlementaire. D'accord? Elle vote seulement. Mais là, il faut faire une petite remarque, c'est que le texte de loi peut être adopté, il peut être adopté tout simplement à la majorité, il faut bien noter cela. Il peut être adopté à la majorité. Le texte de loi peut être adopté à la majorité des parlementaires présents à l'heure du vote. Le texte peut être adopté à la majorité des parlementaires présents à l'heure du vote. À l'heure du vote. À la majorité. Vous avez bien compris pas? À la majorité des parlementaires présents. Si, par exemple, il y a seulement 3 parlementaires qui étaient présents, 3 parlementaires qui étaient présents au cours de cette séance publique de la Chambre des représentants. Vous savez combien de membres de la Chambre des représentants, c'est combien? C'est 395. 395 membres de la Chambre des représentants. Si seulement il y a 3 parlementaires qui étaient présents à l'heure du vote au cours de cette séance publique, et il y a tout simplement 2 qui ont voté en faveur du texte de loi, ce texte de loi est considéré comme adopté. C'est malheureux. C'est vrai, c'est malheureux. Normalement, on doit exiger une majorité absolue au plus pour qu'un texte de loi soit adopté. Surtout lorsqu'il y a des textes de loi qui sont très, très, très importants. Donc là, tout simplement, la majorité des membres parlementaires qui étaient présents à l'heure des votes.
Donc le texte de loi est considéré comme adopté. Comme adopté, il a été voté par la majorité des parlementaires. Prison à l'heure du vote. S'il est adopté, ce texte-là, par la première chambre saisie, le texte, bien sûr, sera transmis à l'une des commissions permanentes de la deuxième chambre. Cette commission permanente, bien sûr, va examiner en détail le texte, et si la seconde chambre adopte le texte sans modification, ce texte-là est considéré comme définitivement adopté. Voilà pour ce qui concerne l'examen et le vote de la loi. La troisième étape concerne la promulgation. Qu'est-ce qu'on entend par la promulgation? Qui a le droit d'abord de promulguer la loi? Je parle ici des cas des membres, bien sûr, je parle des membres. Qui a le droit de promulguer? C'est le roi. Et qu'est-ce que ça veut dire la promulgation? Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire la promulgation? C'est quoi la promulgation? La promulgation, c'est l'acte. Vous notez cette définition. C'est l'acte par lequel le roi rend le verbe rendre, c'est l'acte par lequel le roi rend la loi exécutoire. La loi exécutoire. Vous avez bien compris? La promulgation, c'est l'acte par lequel le roi rend la loi exécutoire. Si la loi n'a pas été promulguée par le roi, on ne peut pas considérer la loi comme elle est inexistante. Elle est inexistante. C'est la loi. La loi est définitivement adoptée par le Parlement. Elle n'existera pas dans la mesure qu'elle n'ait pas été promulguée par le roi. Donc, la promulgation, c'est l'acte par lequel le roi rend la loi exécutoire. La loi exécutoire. Bien sûr, la promulgation se fait par Dahir. Et l'article 50 de la Constitution il nous dit quoi, l'article 50? Il dit que la promulgation, le roi promulgue, c'est pas l'article 50, c'est l'alinéa. L'article
l'article 50, le roi promet les lois dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La promulgation, le roi promet les lois dans les 30 jours. Mais les 30 jours qui suivent non pas la date de la promulgation de la loi, la date de l'adoption définitive de la loi. Non. Le roi promet les lois dans les 30 jours qui suivent sa transmission au gouvernement. Ce n'est pas à partir de la date de l'adoption définitive de la loi, non. C'est à partir de sa transmission au gouvernement. Donc, le roi doit promulguer la loi dans les 30 jours qui suivent sa transmission au gouvernement. Là, je dois faire deux remarques qui me paraissent très importantes. Il faut bien retenir cela, c'est que le roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent sa transmission au gouvernement. La première remarque importante, importante, c'est que avant la Constitution de 1992, il n'y avait pas de délai pour la promulgation. Il n'y a pas de délai. Ce n'est qu'après la Constitution de 1992 qu'un délai est fixé pour la promulgation de la loi. Avant la Constitution de 1992, le roi était libre de promulguer la loi ou de ne pas la promulguer parce qu'il n'y avait pas un délai. Je dis que ce n'est qu'à partir de 1992 qu'un délai de promulgation a été fixé. Et la fixation d'un délai, c'était l'une des revendications des partis du mouvement national. Le parti de Sterlin, l'Union des forces populaires, ont envoyé à maintes reprises au roi Hassan II, défunt Hassan II, un mémorandum, et parmi les revendications que contiennent ces mémorandums figure cette question de délai de promulgation. Ils ont proposé, ces partis du mouvement national, ils ont proposé un délai de 30 jours, mais à partir de 30 jours, ce délai-là court à partir de la date de l'adoption définitive des textes de loi, bien sûr par le Parlement, à partir de l'adoption des textes de loi, de l'adoption définitive des textes de loi par le Parlement. Le roi a répondu favorablement, bien sûr, à ces revendications. Ce n'est pas à toutes les revendications, mais à quelques revendications parmi cette revendication-là la revendication de la nécessité de fixer un délai pour la promulgation.
Là, c'est la première remarque. C'est ça la remarque importante, c'est que la fixation des délais, le délai, c'est à partir de la Constitution de 1992 qu'on a fixé un délai pour la promulgation. Une deuxième remarque importante, c'est que si jamais le roi n'a pas promulgué la loi dans les 30 jours qui suivent sa transmission au gouvernement, s'il n'a pas voulu, tout simplement, s'il n'a pas voulu, par exemple, c'est pas voulu de promulguer la loi, que se passera-t-il? Que se passera-t-il dans ce cas-là? La Constitution, ça c'est une question qu'on doit se poser. Dans les autres pays, par exemple, si par exemple le chef de l'État n'a pas promulgué, il y a des solutions qui ont été prévues par les constitutions, alors que notre Constitution n'a rien dit en ce moment. Elle est restée muette. Muette. C'est quoi muette? Elle est restée muette. C'est la Constitution concernant cette question-là. Si jamais le roi ne promulgue pas ou n'a pas voulu promulguer une loi définitivement adoptée par le Parlement, là, il n'y a aucune solution. La Constitution n'a rien dit à ce propos. Voilà une deuxième remarque qui est importante. Un autre point intéressant, c'est que l'article 95 de la Constitution donne au roi, avant de promulguer la loi, la possibilité de demander aux chambres parlementaires une nouvelle lecture de celle-ci. L'alinéa 2 de l'article 95 de la Constitution, voilà ce qu'elle dit. La demande d'une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée. C'est quoi une nouvelle lecture? Le roi, avant de promulguer la loi, il peut demander il peut demander une nouvelle lecture. Demander une nouvelle lecture, suspend le délai de promulgation. Si le roi demande une nouvelle lecture, cette demande de lecture suspend bien sûr le délai de promulgation. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle lecture? Pourquoi le roi peut demander pour quelle raison une nouvelle lecture? C'est-à-dire la loi a été effectivement adoptée par le Parlement et le roi peut demander une nouvelle lecture. Et cette nouvelle lecture, bien sûr, doit être formulée par message. Et cette nouvelle lecture ne doit pas, en aucun cas, doit être refusée. C'est quoi une nouvelle lecture? Pourquoi une nouvelle lecture? Quand, en d'autres termes, quand le roi
peut-il demander une nouvelle lecture? Quand? Quelle raison? Tout simplement, si il est en désaccord, s'il n'est pas d'accord sur, par exemple, certaines dispositions que contient la loi. Parce que la promulgation, c'est l'acte par lequel le roi rend, bien sûr, la loi exécutoire. S'il ne veut pas, si le roi ne veut pas que cette loi voit le jour, parce qu'il est tout simplement en désaccord avec cette loi, parce qu'il n'est pas d'accord sur certaines dispositions que contient cette loi. Dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Il va demander aux parlementaires une nouvelle lecture. Une nouvelle lecture, c'est quoi? C'est-à-dire de revoir la loi, de réexaminer de nouveau cette loi. Et pourquoi réexaminer? Pourquoi? Quel est l'objectif de réexaminer cette loi? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette nouvelle lecture est formulée par message. Par message. Le roi adresse un message aux parlementaires. Et bien sûr, dans ce message, on l'imagine. Dans ce message-là, le roi, bien sûr, va exprimer son désaccord, il va faire des remarques, etc. Il va faire état des dispositions sur lesquelles il n'est pas d'accord. Et quel est son objectif? L'objectif, c'est quoi l'objectif du roi? C'est quoi? Examiner, bien sûr, la loi. Les dispositions sur lesquelles il n'est pas d'accord, bien sûr, les parlementaires doivent revoir ces dispositions. Vous avez compris quoi? C'est ça l'objectif de la nouvelle lecture. Lorsque le roi n'est pas d'accord sur certaines dispositions que contient, bien sûr, la loi. Si les parlementaires, bien sûr, ont pris en considération les remarques du roi, et ils ont bien sûr introduit des amendements sur la loi, pour satisfaire, bien sûr, le roi. C'est bien. Il n'y aura pas de problème. Mais supposons que les parlementaires n'ont pas pris en considération les remarques faites par le roi dans son message adressé aux parlementaires. Que se passe-t-il dans ce cas-là? C'est une question importante qu'on va se poser. Là aussi, la Constitution est restée muette. Elle n'a rien. Et je m'arrête là.